Ok, bonjour donc à cette dernière vidéo concernant l'exercice 19 de l'excellent livre de Jacobson. On avait déjà trouvé la structure via les trois premières vidéos. Maintenant, il nous reste à trouver la stéréochimie. Donc, quand on avait déjà fait l'hypothèse avec les liaisons en bleu, là, étant donné qu'on a vu que c'est un stéroïde, généralement, les méthyls sont en position axiale et les jonctions oxydes le sont aussi. Donc, je fais l'hypothèse, mais on va vérifier avec l'information spectrale qu'on a. Pour ces deux-là qui ne sont pas dans un cycle à 6, c'est moins clair. Les angles ne sont pas aussi bien définis. On ne peut pas vraiment dire que c'est axial et équatorial. Donc, normalement, ça nous prendrait un OSI, donc on ne peut pas rien faire. C'est pas vrai, on va le voir plus loin. Mais foncièrement, à première vue, ceux-là, on n'est pas certain. Par contre, on peut aller voir ceux-là ici. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en causé, on l'avait déjà vu, c'est que le Q, ici, voyait le M. Il ne voyait pas le J, mais il voyait le M. Donc, pour qu'il voit son voisin via une constante de couplage de 1, 2, 3 et 4, il faut absolument qu'ils soient les deux en position axiale. C'est la seule façon que ça peut arriver. Conséquemment, le Q est en axial et aussi le M, et aussi le Q, pardon, est en axial. Oui, le Q, c'est lui. Lui ici, conséquemment, il voit uniquement le M. Donc le M est en axial et le J va être en équatorial. D'ailleurs, simplement, on peut aller le voir ici, d'ailleurs, le M qui est ici. Je pense qu'il y a un agrandissement ici. Ouais. Donc, il y a deux grandes constantes de couplage, puisqu'on voit un triplet. Chacun de ces pics-là est dédoublé. Mais foncièrement, on voit un triplet. Donc, ça veut dire deux grandes constantes de couplage. Pour qu'il y ait deux constantes de couplage, c'est-à-dire une avec son voisin, c'est pas son voisin, son jumeau, donc sur le même carbone, et une en axial avec le voisin. Donc, s'il est en équatorial, il ne peut pas avoir cette deuxième grande constante de couplage-là. Conséquemment, on sait qu'il est en position axiale, donc ce qui confirme une deuxième fois par rapport à ce qu'on vient de voir avec HQ. Et AJ d'ailleurs, est-ce qu'on l'a quelque part? Oui, AJ ici. Donc il y a une seule, on voit comme il y a deux doublets là, qui a plus, en fait c'est un doublet, 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 mais foncièrement on voit qu'il y a deux pics. Donc une seule grande constante de couplage, pas deux pics, mais deux groupes de pics. Une grande constante de couplage, conséquemment uniquement la constante de couplage J2, donc avec son jumeau, mais pas de J3 importante. Donc ça nous confirme qu'on a donc M ici et J là. Donc ce qu'on voit sur la prochaine ici. Donc, son voisin maintenant, E et H. Donc, si on regarde E et H, donc non, on ne peut pas voir sa multiplicité-là. Et H, ben non plus. Je pense qu'on l'a ici. H, c'est lui plus lui. Fait qu'on n'est pas certain. Voilà. Par contre, on a un petit truc. On a la HSQC. Et la HSQC, qu'est-ce qu'il nous dit? La HSQC, il nous dit en fait, lui, il croise le H, donc le 13H, on le sait, et on traite le 13 et le E, puisque le F est plus bas dans le spectre, il était un petit peu plus à droite, là, le carbone était avec un peu plus de chiffre. Donc on a D, E et puis F qui est un peu plus loin. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est E. Mais le E a l'air vraiment d'un triplet, et le H a l'air d'un doublet. Ah, ok, ça nous aide ça? Ben oui. Si le E est un triplet, ça veut dire qu'il y a une grande constante de couplage via une J2, donc avec son jumeau. Et une deuxième grande constante de couplage, il faut qu'elle soit en J3 puisqu'il y a juste un jumeau. Puis pour que ce soit une grande constante de couplage, la seule façon, à l'aide de la règle de Karplus, il faut que ce soit axial-axial. Conséquemment, le E est en axial et le H est en oncotorial. C'est ce qui est noté ici. Bon, maintenant le U, on pourrait décider ce qu'il y en est. Le U, il est où? Il est ici. Ouais. C'est un doublet-doublet? Ou c'est doublet-doublet, puis là, il y a un autre affaire ici. Peut-être, hein? On n'est pas certain. Donc, continuons plus loin. 15K d'abord. De toute façon, il est couplé avec lui, fait que peut-être ça va nous donner des indices. 15K. Oh, le K est ici, regardez ça. Il est très beau, lui. Ça a vraiment l'air d'un beau quadruplet, mais chacun des pics est dédoublé. Donc, trois grandes constantes de couplage qui forment un quadruplet et une petite qui dédouble chacun de ces pics-là. Donc, trois grandes constantes de couplage. Comment il peut y avoir trois grandes constantes de couplage? La seule façon, c'est qu'il soit en axial et qu'il y ait trois groupements en axial. Lui, il ne peut pas avoir de J2, il ne peut pas avoir de jumeaux. Il n'y en a pas de jumeaux, c'est un CH, pas un CH2. Conséquemment, il faut qu'il y ait trois groupements en axial. Il faut que lui soit en axial, premièrement. Donc, on vient de trouver ça. Il faut qu'il y ait trois autres en axial. Donc, un en axial ici. Il faut que lui soit en axial pour qu'il y ait une grande constante de couplage. Donc, on vient de trouver lui aussi. Et on vient de trouver lui aussi, celui qu'on avait, on n'était pas certain parce que c'était pris dans cette affaire-là. Il faut que lui aussi soit en axial. Conséquemment, on vient de trouver en fait trois d'un coup. Parce qu'il y a trois grandes constantes de couplage. Une ici, une là, et une avec lui.
Et la petite constante de couplage, ben, c'est le fait qu'il est couplé aussi avec l'équatorial qui est ici. OK, donc on a quand même assez progressé avec ça. 16i ici. Donc HI, il est où notre I est ici? Je dis qu'il a l'air d'avoir une seule grande constante de couplage, avec comme deux motons, là, qui est à côté de l'autre, pas trois motons, mais deux motons. Donc il y a une grande constante de couplage, et chacun de ce doublet-là est dédoublé par un paquet de pics là, qui forme ce groupe-là et ce groupe-là. Donc il y a une grande constante de couplage. Donc conséquemment, s'il y a une seule grande constante de couplage, il est en équatorial. Conséquemment, le R est en axial. Mais le R là, était difficile à déterminer. C'est pour ça que je me sers du I. Conséquemment, le R en axial et le I en équatorial. Donc maintenant, DG, ceux-là ici. Donc j'ai le D qui est pris là-dedans, et le G qui est pris avec le H. Donc c'est le même problème que tantôt, mais j'ai la même solution que tantôt, soit avec l'HSQC, donc le 14, il faut le D et le G, donc le D qui forme un beau triplet, et le G qui forme un beau doublet. Conséquemment, le D est en équatorial, et le G, le D est en axial, et le G en équatorial, puisqu'il y a une seule grande constante de couplage. Et le D est en axial, puisqu'il y a deux grandes constantes de couplage, la J2 et une J3 axial-axial. Donc, ça nous permet de placer le D en axial et le G en équatorial. Qu'est-ce qu'il nous reste? Là, j'ai marqué 17 anneaux, donc c'est ceux-là ici. OK. Donc, les anneaux, ben, ils sont mêlés ensemble, on ne verra pas rien. Par contre, le P, on a quelque chose de beau. Hein? Le P est ici. Ça ressemble drôlement à lui. Hein? Donc, trois grandes constantes de couplage. Sauf que lui, le P n'est pas seul. Tout à l'heure, c'était un hydrogène qui était sur un CH. Le P, c'est un CH2. Mais il y a quand même trois grandes constantes de couplage. Donc, certainement une grande avec son jumeau, il y a une J2. Mais ça prend deux grandes J3, parce qu'il ne peut pas avoir d'autres J2. Il y a juste un voisin. C'est un CH2. Donc, il faut qu'il y ait un couplage axial-axial avec le voisin. Lui, on avait trouvé que c'était axial. Et axial-axial avec son voisin ici. Conséquemment, faut qu'il soit en axial. Donc le P est en axial et le NO est en position équatoriale. C'est ce que je note ici. P, NO, là. Je ne sais pas c'est lequel. Le voisin maintenant, 11LS. Donc le S est un peu pris dans le moton ici. Je ne verrai pas grand-chose. Donc je vais voir le L qui est agrandi quelque part, il me semble, moi ici. Donc ça a l'air d'un doublet. Hein? Un doublet qui est triplé, si on veut, par des petites constantes de couplage, mais foncièrement, on a deux motons de pic et non trois motons. On a deux motons. Donc, il y a une grande constante de couplage, donc un doublet. Conséquemment, il est en position équatoriale. Donc, le S, qu'on voit pas facilement, doit être en axial. OK. Pour les autres, pour celui-là ici, ouais, ben là, oui, il couple avec lui. On l'avait déjà trouvé qu'il était en position axiale. Donc, j'aurais pu le mettre en noir de toute façon, parce qu'on sait que lui devait avoir trois grandes constantes de couplage. OK. Donc, j'avais dit tout à l'heure que H, B et C, on ne pouvait rien faire, mais c'est pas vrai. Il y a peut-être un autre moyen. Donc, à l'aide de ChemDraw, donc le logiciel qui me permet de dessiner les molécules, mais là, j'utilise la version 3D. Donc, je peux aller dessiner la molécule dans ChemDraw 2D, peut-être celui que j'utilise souvent le plus conventionnel, et on l'envoie par la suite dans le ChemDraw 3D. Et on va utiliser ça. On va utiliser aussi l'équation de Butner-Baye, qui est en fait l'équation de Karplus, mais un petit peu améliorée, puis qui est connue pour être fiable pour les cycles saturés, ce qu'on a dans le fond. L'équation est la suivante. Donc pour les J3, parce que c'est ce qui nous intéresse ici de regarder des J3 entre les trucs qui sont ici, je reviens dans 2 secondes, qui est égal à une drôle d'équation, 7 moins l'angle dièdre entre les liaisons, plus 5 cosinus de 2 fois cet angle-là. Donc, je dessine d'abord les 4 isomères dans ChemDraw. Donc, je dessine ça ici. On avait déjà trouvé tout ça. Donc, avec les OH, donc j'ai 2 stéréochimies à aller trouver. Donc, soit qui sont par en bas, soit qui sont un en bas, un en haut, un en haut, un en bas, ou les deux par en haut. Donc, c'est les 4 possibilités que j'ai pour 2 carbones chiro. OK. Puis là, en quoi ChemDraw 3D peut m'aider? Quand je dessine ça, puis j'envoie ça dans ChemDraw 3D, ce que je vais faire, c'est que je vais minimiser l'énergie de ça. Donc, lui, il va me mettre toutes les liaisons de façon à ce que
les interactions entre les liaisons soient le plus faibles possible, puis que soit le moins éclipsé possible, ou que les gros groupements soient le plus éloignés possible. Donc, lui, il fait un jeu de ça, il dit, OK, je vais essayer de décaler les plus possible les liaisons, sauf que si je fais ça, oups, j'arrive vis-à-vis un gros groupement, donc je décale un peu moins, sauf que si je m'en viens ici, je suis éclipsé, donc lui, il essaie de trouver l'endroit où ça coûte le moins cher en énergie, si on veut. Donc, c'est ce qu'il nous fait, là, comme 3D. Donc, je vous dis comment je fais ça ici, si vous voulez le faire là, avec les boutons, donc Calculation, MM2, Minimize Energy, puis Run, il va vous donner la molécule, le conformant le plus stable. Puis ensuite, on peut trouver les angles dièdes en claquant sur Structure Measurements and Generate All Diagonal Angles. Donc, on obtient ici les angles dièdes de ceux qui nous intéressent, c'est-à-dire la liaison entre H ici, donc c'est ça que j'ai marqué ici, HF, C8, C4 et HC. HF, C8, C4 et HC. Donc, c'est quoi l'angle entre ces deux-là? Sont-ils comme ça? Y es-tu là? Et après ça, je le fais la même chose avec celui d'en bas, qui est ça ici. Après ça, je le fais avec le 5 vis-à-vis le 6, hein, comme ça. L'angle, y est-tu parfaitement comme ça? Après ça, je le fais avec lui et les deux autres qui sont ici. Et je regarde, c'est quoi les angles? Ça va m'aider, ça? Oui, parce qu'on sait que les constantes de couplage, parce que là, j'ai pas de nausée, il faut que je me fie aux constantes de couplage. On sait que les constantes de couplage, selon la règle de Butner-Baille, qui est en fait la règle de Karplus, un peu améliorée, là, mais fonctionne la même chose, que les constantes de couplage sont en fonction des angles. Donc, si j'ai une bonne idée des angles, je devrais pouvoir prédire c'est quoi les constantes de couplage. Et les constantes de couplage, est-ce qu'ils correspondent à ce que j'observe? Pour la molécule A, pour la molécule B, la molécule C ou la molécule D, laquelle correspond mieux à ce que je vois dans mon spectre. C'est ce qu'on va faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai redessiné les mêmes molécules ici. Ici, je vous ai mis le B et le C, parce que c'est les hydrogènes qui nous intéressent. Parce que c'est eux autres qui sont liés au OH. On veut savoir le OH et de quel côté. Donc, je vous ai mis de quoi il ressemble. Et là, je vous ai mis le résultat de ce. Je vous ai remis l'équation qui est ici. Donc, de façon arbitraire, j'ai mis le HF en haut et le HNO en bas. C'est juste pour qu'on ait une nomenclature, mais ça pourrait être un ou l'autre. C'est pas important. Là. Le 23 viendrait 95, puis le 95 viendrait 23. Ça va donner les mêmes angles, dans un sens ou dans l'autre. Donc, si je fais l'angle entre le HF que j'ai dit qui est en haut, donc le HF en haut, ce C8-là, lui-là et le C, j'ai 23 degrés. Donc, ils ne sont pas vis-à-vis comme ça, si on veut. Là, si je regarde mon truc, ouais, si je veux le faire la même angle que j'ai là, il faudrait que je le fasse comme ça. Donc, ils ne sont pas vis-à-vis là. Cette liaison-là et cette liaison-là ne sont pas comme ça. Hein, ils sont 23 degrés. Donc, ils sont un petit peu ouverts comme ça. Donc, si je prends 23 degrés puis je le mets dans mon équation ici, hein, mon angle étant ça ici, donc je vais juste faire un petit peu d'arithmétique, j'arrive à 9,5 Hz. OK. Maintenant, si je fais la même chose, mais avec le NO, donc vous voyez, j'arrive presque à 95, à moins 95 degrés. Donc j'arrive avec une petite valeur de Hertz dans ce cas-là. Hein. Quand c'est vis-à-vis ou à 180 degrés ou à 180 degrés, on a des fortes constantes de couplage, et quand c'est à 90 degrés, on a plutôt des faibles constantes de couplage. Vous voyez ici, c'est 2 points. Moins 95, pas important, c'est un cosinus. Hein? Cosinus de 90 ou cosinus de moins 90, c'est la même chose. Donc, cosinus de moins 95 ou 95, c'est la même chose. Mais je vous ai quand même donné les angles que Camdora m'a rapportés, positifs ou négatifs, mais c'est pas important puisqu'on parle en cosinus. OK, donc 2 points. Maintenant, je le fais la même chose pour cette liaison-là, le carbone 8 HNO, pardon. Donc, celui qui est en bas, celui-là et celui-là. Ah, ça, je l'ai déjà fait, pardon. Maintenant, celui-là. HB, donc c'est celui-là. HB ici, C5, C6 et HV. Donc, cet angle-là, il est de moins 158. Donc, dans le dessin ici, la façon que je l'ai dessiné, il a l'air d'être à 180 degrés, mais dans le fond, il n'est pas tout à fait à 180 degrés, il est à 158, donc il est à peu près de même. Donc l'angle est quand même relativement proche de 180 degrés, donc la valeur est grande. Quand je mets 158 dans mon équation, j'arrive à un grand chiffre. OK, je fais la même chose maintenant avec cet hydrogène-là et les deux hydrogènes qui sont là. Le premier, ça me donne presque 0. Conséquemment, j'ai une grande constante de couplage. Et l'autre, ça me donne, bon, 130, donc une plus petite constante de couplage. Pas 90 non plus. Donc, je le fais pour le A, donc je le fais pour le B, donc les angles vont être un peu différents, parce que les groupements ne sont pas au même endroit. Donc, quand je vais minimiser, les liaisons ne sont pas tout à fait pareilles. Donc, ça va donner des chiffres qui sont un peu différents. Pas très différents, mais quand même un peu différents.
Donc, voilà, donc dans ce cas-là, ça donnait 23 et 95. Ici, maintenant, on a 145 et 27. Donc, le 27 et le 23, ça ressemble, mais 145 et 95, c'est quand même assez loin. Donc, 158, c'est le même angle. 5 et 8, c'est presque le même. 124. Vous voyez. Je le fais pour le C, j'obtiens les angles, je mets ça dans ma petite équation, je calcule ça. OK. Bon, en quoi ça m'aide? Ben, le vrai spectre que j'obtiens dans cette molécule-là, pour le C, donc pour cet hydrogène-là, ça me donne un triplet. Conséquemment, la constante de couplage entre lui et le voisin-là et lui et l'autre voisin sont presque pareils. C'est pour ça que ça donne un triplet. En fait, ils doivent être vraiment proches l'un de l'autre. Puis, qu'est-ce que je peux conclure? Ben, je parle de HC. Hein? Donc, les HC, j'ai mis en rouge ici. HC, 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 HC. Et en noir, j'ai mis l'HB. Parce que l'HB, lui, a 3 voisins. Un voisin là, 2 voisins là, alors que l'HC a un voisin là et un voisin là. Que 2. C'est pour ça que lui donne un beau triplet. Que l'HC donne un triplet. En tout cas, il y a juste 2 constantes de couplage. OK, donc lui, ça me donne 9,5 et 2. Donc, si c'était la molécule A, le HC, il ne sortirait pas en triplet, il sortirait en doublet-doublet. Il y aurait une constante de couplage de 9 qui serait très élargie, et chacun des pics serait maintenant juste des doublés de 2. Donc, ça ne donnerait pas un triplet. Donc, ça ne peut pas être A. A, lui, ça donne 9,5 et 9, donc presque la même chose. Ça correspond à C. Lui, ici, j'ai 9,3 et 2. Non, ça donnerait un doublet-doublet. Et lui, presque la même valeur, ça donnerait un triplet. Bon. C'est pas A, c'est pas C, mais c'est peut-être B et c'est peut-être D. Ben, j'ai une autre source de solution, je ne l'ai pas bien dit, mais c'est d'aller voir l'autre hydrogène qui nous intéresse, soit le HB. OK. Donc le HB, qu'est-ce qu'il nous donne? Donc j'ai déjà éliminé A et C. Je regarde juste maintenant B et D. OK. Donc lui, ce qu'il nous dit comme constant de couplage pour le HB, j'ai 11, presque encore 11 et 5. Et pour l'autre, 7, 4 et 11. Et ce que j'obtiens ici, c'est un doublet. J'ai un doublet là, j'ai un autre doublet là, le pic là et le pic là. Après ça, j'ai un autre doublet, le pic là et le pic là, c'est pour ça que lui est 2 fois plus intense. Et le pic là et le pic là. Donc 8 pics au total, 2 à la 3, donc un doublet, deux doublets, deux doublets. Donc on peut calculer constant de couplage de là à là, de là à là et de là à là, au grand pic. Ça me donne 2,5, 5,7 et 7,9. Pour le B, j'ai presque deux grandes valeurs et une petite valeur. Donc j'aurais un triplet et chacun des pics du triplet serait dédoublé. C'est pas ça que j'obtiens. Alors qu'ici, j'obtiens 3 valeurs différentes, une grande, une moyenne et une petite. Donc un doublet. Donc ça correspond beaucoup plus à lui. Donc avec cette analyse-là de Kendra et des constantes de couplage, je me doute fort que finalement, ce que j'obtiens, c'est que les deux H sont du même côté. Et par en haut. C'est quand même assez intéressant. Est-ce que je suis sûr à 100%? Non. Si j'avais un nausée, je serais pas mal sûr. Mais c'est une hypothèse très solide, je dirais. Donc voilà. Donc je pense qu'à la fin, je vous ai simplement remis d'où j'ai pris tous ces spectres-là qu'on avait vus au départ à partir du spectre proton qui était en petits morceaux comme ça pour justement bien voir les multiplier en grand et ainsi pouvoir obtenir les constantes de couplage puisqu'on a les valeurs en Hertz. Là. On aurait pu les avoir en ppm, ça aurait marché aussi, mais en Hertz, ça va encore mieux, c'est encore plus facile à calculer. Donc on a trouvé non seulement la structure, mais aussi la stéréochimie de tous les centres de la molécule. C'est quand même assez un exercice assez réussi. Donc voilà.